Merci. Tiens, je vais mettre en audio moi aussi. Je vais essayer. Attendez une seconde. Petit détail technique à mettre. Hop, voilà. Donc, il y a quelque temps, j'ai donné ce cours Comment faire un avec sa réalité. Et beaucoup m'ont demandé. Bon, d'abord, j'ai eu beaucoup de témoignages. Apparemment, il vous a beaucoup interpellé ce cours. Et en plus, j'avais pas forcément l'enregistrement comme il se doit. Donc, je me suis dit, on va approfondir le sujet, on va certainement reprendre des notions. Et comme vous savez, je ne sais pas donner de cours les mêmes, donc de toute façon, ce ne sera pas le même, mais j'espère que tout sera dit quand même, si, si on n'arrive pas à voir le premier. Alors, comment faire un avec sa réalité ou comment vivre en accord avec sa réalité, c'est un grand sujet évidemment, et ça nous concerne à tous, parce qu'on a tous et toutes une réalité qu'on se doit de vivre et on n'est pas toujours en accord avec elle. Pourquoi? Parce qu'on ne choisit pas forcément. On va faire de notre mieux, évidemment, pour la choisir. On va avoir l'illusion, d'ailleurs, qu'on l'a choisie, qu'on la crée. Enfin, on est là pour créer notre réalité, évidemment, mais on voit bien qu'on est responsable de nos actions, on est responsable de nos réactions, mais on n'est pas responsable des événements qui arrivent. On ne peut pas contrôler ce qui nous arrive, on ne peut même pas contrôler ce que les gens pensent, ce que les gens disent, ce que les gens vont nous dire, ce que les gens vont nous faire, ce que la vie va nous amener ou pas nous amener et nous mettre devant nos yeux. Ça, c'est pas du tout dans notre contrôle et c'est très frustrant pour la plupart d'entre nous. On n'a pas toujours, on n'a pas toujours envie d'entendre ce qu'on entend, on n'a pas toujours envie de vivre ce que l'on vit et encore plus, voilà, en ce moment, on entend de guerre, on entend malheureusement tous les jours, d'extrêmes mauvaises nouvelles. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris l'idée. On n'est pas à l'aise avec ce qu'on entend, ça nous fait mal et bien qu'on ait même si on a une grande émouna, bah, ça fait mal, c'est des choses graves qui se passent. Donc on voit bien que finalement, la réalité, on n'a pas vraiment de maîtrise, on la choisit pas, entre guillemets, «elle nous tombe dessus» et nous, notre rôle, bah, c'est de faire avec. Ah, c'est dur quand même. C'est non seulement on doit faire avec, mais en plus on nous dit de faire un. On nous explique que, notre rôle en fait est ce qu'on appelle un Mensch en yiddish. En gros, c'est un homme fort, c'est un homme qui assume, c'est un homme qui va un homme ou une femme, hein, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui va, heu, pas seulement se contenter de son sort, on va dire, dans un ton, comme ça, de «je subis». Non, c'est vraiment quelqu'un, en fait, quelqu'un qu'on admire. C'est quelqu'un qu'on va voir, vivre sa réalité avec, courage et il va l'affronter sa réalité. Il va pas la fuir, il va aller au-devant d'elle. Et pourquoi on trouve ça admirable? Parce qu'on sait que c'est pas évident. Parce qu'on sait que, justement, vu qu'on n'a pas de maîtrise et vu qu'on la contrôle pas et vu qu'on ne sait pas ce qui nous tombe dessus et vu que parfois ça nous semble extrêmement difficile, là automatiquement, forcément quand on voit quelqu'un qui lui a le courage d'aller, face à ces événements et qui les affronte, on se dit: «Waouh, quelle bravoure, j'aimerais être comme ça. Mais comment il a fait? Mais c'est quoi son secret? Comment on fait pour apprendre ça? C'est quoi? C'est quoi le secret? Je veux tout savoir». Alors je prétends pas de tout vous dire ce soir et pas en 1 heure, mais au moins d'avoir, au prochain on a la Torah, on sait qu'il y a énormément de messages qui nous sont dévoilés et qui nous donnent des leçons de vie pour réussir à parer à faire un justement avec notre réalité. Parce qu'on sait aussi que la réalité et surtout quand on a l'émouna et on doit la travailler notre émouna parce que émouna vient du mot imoun, entraînement. C'est-à-dire que c'est pas forcément inné. Bon, il y en a pour qui ça l'est et au prochain, mais il y en a pour qui et la plupart d'entre nous, et même si au départ on a une bonne base, de toute façon, toute notre vie, on doit s'entraîner. C'est comme un bon sportif, même si de base il a un bon potentiel, physiologique, on va dire, il est bien bâti, il a déjà un corps, enfin, on peut pas dire qu'il a un corps de sportif de base, mais on va dire il a tout ce qu'il faut pour être un bon sportif, il a le potentiel et toute l'idée, c'est de faire passer du potentiel au réel, c'est-à-dire d'exploiter ce potentiel pour le mettre en action. Et bah, c'est la même chose avec la Emouna. On peut naître avec une bonne base ou dans une famille où il y a déjà beaucoup d'Emouna, donc on est déjà sur un terrain, on va dire, positif, constructif, OK, très bien, mais on doit la travailler parce qu'au fur et à mesure, de la vie, la réalité va nous éprouver et peut, ébranler notre Emouna et c'est là qu'on doit, travailler dessus et s'entraîner à quand même, réussir à voir le bien ou réussir, même si nous on ne voit pas avec nos yeux, à y croire au bien, à croire que tout ça, ça a un sens, à croire que Hachem, il sait exactement ce qu'il fait, à croire que, c'est pas par hasard, qu'en réalité, c'est là pour nous faire grandir et ça, c'est déjà, une première, je sais pas, un premier indice, une première astuce, appelez-le comme vous voulez, mais une première, ouais, une première. Non, il y a un mot plus fort qui me vient pas.
euh, le premier enclenchement, en fait, pour nous aider à faire un avec notre réalité. C'est déjà de partir du principe que si cette réalité, elle arrive à nous, c'est qu'elle est là pour nous faire grandir et certainement pas pour nous détruire. Alors, évidemment que chacun, avec ce qu'il a à vivre, il peut se dire, non mais attends, ok, c'est là pour me faire grandir, mais t'as vu la taille de mon épreuve à moi? C'est gentil de parler comme ça, c'est facile de dire ça. Évidemment que quand on est dans l'épreuve, on ne peut pas forcément entendre ce genre d'action, enfin d'énoncer, de phrases. On ne peut pas parce que à ce moment-là, c'est tellement dur, la souffrance, elle est tellement difficile qu'on n'a pas envie d'entendre ça. Et on se dit, ou ce genre de phrase aussi, enfin, pas ce genre de phrase, on dit, Hachem, il n'envoie jamais quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut faire. Parfois, enfin, j'ai pas mal de gens en consultation qui me disent, surtout ça, je ne veux pas entendre. On me l'a trop, enfin, moi, je suis pas là pour leur dire ça, mais genre, on me l'a trop dit, et moi, je me sens pas du tout à la hauteur, et moi, j'y arrive pas, et moi, je suis pas capable, et franchement, c'est beaucoup trop haut pour moi, et ainsi de suite. Alors oui, quand on est dans l'épreuve, c'est dur d'entendre ça. Mais quand on est dans l'épreuve, en fait, on est déjà dans le moment, entre guillemets, de la crise pour nous faire grandir. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est travailler en amont. Un peu comme je vous parlais du sportif. On va reprendre cet exemple. Imagine un sportif de haut niveau. À la base, on l'entraîne, on l'entraîne, on l'entraîne, on l'entraîne jusqu'à qu'il aille faire une compétition avec d'autres joueurs, enfin d'autres sportifs. Quand il est avant ça, on va l'entraîner énormément. On ne va pas l'envoyer normalement directement sur le combat, enfin sur le ring, on va dire. D'accord? On va d'abord l'entraîner et après l'envoyer. Mais imaginons qu'il n'ait pas fait un bon entraînement et il arrive sur le ring et il reçoit des coups et des coups. Et on lui dit, tu peux te battre, ne reste pas par terre, vas-y, lève-toi, on est avec toi. Il va dire, mais laissez-moi tranquille, moi, je n'ai pas envie de me prendre des coups. C'est vous qui les prenez, les coups, c'est moi, là. Laissez-moi tranquille, j'ai pas envie. En fait, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que quand on est dans la Emouna, enfin, quand on s'est entraîné à l'avance et que l'épreuve arrive, on va dire, non, je ne vous ai pas fait tout l'exemple là. Si le sportif, il s'est tellement entraîné, il sait qu'à un moment donné, là, il est dans la théorie, entre guillemets, il n'est pas encore sur le vrai terrain, mais il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne. Le jour où il est sur le ring, disons que c'est un boxeur, il arrive sur le ring et là, il a tiré des leçons de son entraînement. Quand il reçoit des coups, même si c'est hyper dur à ce moment-là, on va dire, s'il est bien entraîné, il va dire c'est normal de prendre des coups puisque ça fait partie du jeu en fait. Mais moi, je sais que là, j'ai une telle stratégie et telle stratégie et telle stratégie pour réussir à combattre. S'il a bien travaillé son mental, s'il a bien travaillé son corps, il arrivera à se le dire même sous l'effet des coups. Mais c'est un niveau. Celui qui n'a pas eu assez d'entraînement, il va arriver sur le ring, il va se prendre plein de coups, il va se dire ah mais c'est beaucoup trop dur, je ne m'attendais pas à ça, je reste par terre, je ne veux plus me lever. Enfin, je reste par terre, vous voyez, ouais. Je ne veux plus me lever. Et là, forcément, on va pouvoir, même si quelqu'un à côté essaie de l'encourager, mais allez, vas-y, on croit en toi, ou même s'il y a tout son public qui est là, qui chante son nom, qui crie son nom, il va dire, mais attendez, imaginez comme ça, il est allongé par terre et il se dit, mais ils sont mignons de cris là, ils savent ce que je suis en train de vivre là, et ils savent combien je souffre, ils savent combien je mal, c'est eux qui ont mal là, ils sont marrants, c'est facile d'être sur les gradins en train de m'encourager. Mais moi, j'en peux plus, je veux pas, laissez-moi tranquille. Donc, en gros, dans l'épreuve, au moment de l'épreuve, j'ai envie de dire, c'est le test de la vie, ça. C'est le test d'Hachem, c'est le test de la vie, c'est le test de notre personnalité. À ce moment-là, euh, j'ai presque envie de dire, c'est peut-être trop tard à ce moment-là pour encourager. Là, tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'être un soutien, mais on ne peut pas être à la place de celui qui vit ça. Donc, toute l'idée, c'est d'arriver à s'entraîner avant. Et alors, c'est là que ça devient intéressant. Enfin, j'espère que ça a été aussi avant, mais euh, c'est intéressant parce que justement, tout cet entraînement qu'on est censé tous faire face à la réalité, on n'a pas toujours conscience qu'il faut le faire et on n'a pas toujours envie de le faire. Pourquoi? Parce que notre nature déjà d'être humain, notre nature et le monde dans lequel on vit en plus n'encourage pas ça, mais nous pousse finalement à nous laisser porter, à nous laisser vivre, à pas se battre ou à pas essayer de se dépasser. Peut-être surtout se dépasser, c'est le mot. Enfin, déjà, à notre génération, vous remarquez bien qu'à notre génération, c'est la facilité qui est prônée. C'est vas-y, détends-toi. Et puis, alors, si on veut se détendre, en 3 secondes, on peut le faire. Maintenant, il y a Netflix, il y a des séries, il y a tout un tas de choses qui nous amènent à lâcher, à lâcher, à lâcher et, et à ne pas faire d'efforts forcément. Or, c'est tout le contraire, finalement. Pour
finalement, arrive un moment où la réalité va nous rattraper, malheureusement. Mais, enfin, malheureusement, heureusement, parce qu'on n'est pas là pour se reposer, en réalité. Nous, on est là pour se battre, on est là, on va enlever le mot se battre, on est plutôt là pour grandir, pour avancer, pour devenir. Donc, si on ne fait pas en sorte de devenir et si on n'est pas conscient qu'il y a besoin de se travailler pour y arriver, bah, on va tous avoir tendance à se laisser aller, c'est normal. Mais, mais pire que ça, en réalité, on a tous cette tendance parce que la lourdeur de la matière, on va dire, d'accord? Je crois que c'est le Rambam qui disait ça. Ouais, je vous retrouverai la source. Notre corps, en fait, le fait qu'on soit... Notre Neshama, elle est légère, d'accord? Elle est à l'infini, elle a envie de faire le bien à l'infini, forcément. Mais là, on est dans un monde matériel. On est dans un monde fini. Donc, on est tout le temps en lutte, en fait. La Neshama et le corps, ils sont tout le temps en lutte. Maintenant, le corps, le corps, il nous pousse à laisser aller à la lourdeur du monde. Et nous, on doit se battre contre cette matière pour aller vers la légèreté, on va dire, pour aller vers l'action. Et c'est pas facile. En même temps, on est dans un monde d'action, et en même temps, et on sait que c'est l'action qui va mener à quelque chose, la plupart du temps, on en est conscient, mais en même temps, on sent qu'on doit lutter. C'est pas toujours évident, même de se lever de son canapé pour aller faire ce qu'il y a à faire. Pas toujours évident. Il faut de la motivation. Vous l'aurez remarqué. Et, et bizarrement, enfin, ou paradoxalement, la motivation vient quand on commence à faire l'effort. Mais avant de faire l'effort, au moment où il faut le faire, on n'est pas toujours motivé. On est là, on se dit, oh, faut que j'aille faire ci, faut que j'aille faire ça. Et c'est ce point-là, en fait, aussi, qui est assez déterminant de notre entraînement, j'ai envie de dire, à la Emouna, à l'action, à l'être qu'on va devenir, et qui peut aussi nous enliser dans quelque chose de j'ai pas envie, non, ça me saoule, non, pourquoi je vais faire cet effort, non, ouais. Et on peut aussi se fondre dans le côté bâclé. Oui, moi, je vais faire rapidement ce que j'ai à faire, et puis je vais me débarrasser, et puis je vais. Et en même temps, c'est pesant ça pour les autres, et en même temps, c'est pesant pour ça parce qu'en fait, on ne se construit pas réellement quand on est dans cet état d'esprit-là. On se construit pas réellement. Et le pire, c'est je pense, enfin le pire, je sais pas pour qui c'est le pire, mais parce que la première personne en réalité qui en souffre le plus, même si elle ne s'en rend pas compte tout de suite, c'est celle qui le vit, celle qui est comme ça, elle est victime d'elle-même déjà. Mais ceux qui subissent à côté, ceux qui vivent euh, ceux qui vivent ça à côté, c'est aussi une souffrance. Parce qu'on a tous un rôle à jouer les uns pour les autres, on va dire. Et quand il y en a un qui a du mal à lui-même se prendre en main, à lui-même faire les choses, à lui-même aller de l'avant, pour l'autre qui attend qu'il fasse son rôle, en fait, c'est dur aussi, l'autre ou les autres. Et voilà. Et donc, toute l'idée déjà, c'est de réussir à combattre cette matière, à dépasser cette matière et aller vers la légèreté, on va dire, la légèreté de l'action. Parce que plus on fait une action, plus là aussi, c'est un entraînement. Au départ, ça va nous sembler dur, disons, je prends l'exemple de se lever du canapé et aller cuisiner. Puis à force de le faire, on remarque même pas. On parle tous enfin, les jeunes femmes juives, elles disent toujours de leur grand-mère, oh là là, mais comment ma grand-mère elle avait la force, et comment elle a fait, et quand je me rappelle au temps du Corona, quand à Pessah, on n'a pas pu tous s'inviter et tout ça, alors il y avait beaucoup de témoignages comme ça de jeunes femmes qui disaient, oh là là, comment j'admire ma grand-mère, elle a invité toute la famille, là, comme c'est le Corona, je suis obligée de tout faire chez moi. Et je me rends compte la masse de travail que c'est, mais comment elle fait? Ma grand-mère, elle a le double de mon âge, voire le triple parfois, mais comment elle fait? Comment elle a fait? Comment elle a fait? Et pourquoi? Parce que la grand-mère, depuis longtemps, elle a l'expérience. L'expérience, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est pas, elle s'est habituée peut-être, elle n'est pas devenue grand-mère, elle n'est pas devenue la Khazaka, la forte qu'elle est aujourd'hui. Elle a fini par le devenir. Elle n'est pas, ce que je veux dire, non, elle est devenue. Elle n'est pas née grand-mère comme ça, avec plein d'énergie. Elle a fini par devenir, à force de faire un peu, puis un peu, puis un peu. Au début, elle était jeune fille, puis après, elle était maman, puis après, elle était grand-maman. Puis après, alors elle s'habitue à recevoir un enfant, deux enfants, trois enfants, 10 enfants, petits-enfants, ainsi de suite. Et après, ça lui semble, peut-être qu'elle aussi, c'est dur, je dis pas, mais ça veut dire pour elle, faire un repas, c'est rien si elle a l'habitude d'en faire pour beaucoup. Qui peut le plus, peut le moins, d'accord? Mais au début, elle n'a pas fait pour le plus au départ. En général, c'est un processus. Et on ne voit pas toujours le processus qui se cache derrière l'action de la personne. Or, tout est processus. Et ça aussi, on a trop tendance à l'oublier. On veut tout de suite, tout maintenant, rapidement, et ainsi de suite. Et ça, c'est pas possible, en fait. On est dans un monde où, quelque part, j'ai envie de dire, aussi tout est lent. Pour qu'on apprenne, en fait, le processus, il faut du temps. Pour qu'on le réalise, pour qu'on l'intègre et pour qu'on devienne la personne qu'on veut devenir, il faut du temps. Et,
Et là, c'est aussi intéressant parce que, justement, aujourd'hui, avec une patiente, si elle est là, va se reconnaître, elle me disait, ça y est, j'ai compris enfin, aussi à travers les séances, la thérapie, et ainsi de suite, j'ai compris une chose importante. C'est que, alors, elle avait beaucoup d'ambition, mais, et ça, c'est un cas, j'ai envie de dire, presque classique, hein, ça fait ça beaucoup, et la plupart d'entre nous, là encore. On veut arriver à, on se met la barre très haute, et au départ, on est hyper motivé parce que ça nous motive. Alors, alors dans le cas de cette maman, elle voulait être maman au top, dans son métier, je ne vais pas dire métier, mais c'est un bon métier au top, coquette, pouponnée, sympathique, agréable, souriante, bonne cuisinière, bonne ménagère, bonne couveuse, bonne tout ce qu'on veut. Et au moment où il y avait un obstacle, donc ça, c'était son idéal, d'accord? Et au moment où il y avait un obstacle dans la réalité qui se présente, découragement, direct, découragement, perte d'énergie, perte d'enthousiasme, dégringolade et plus d'énergie. Et culpabilité au rendez-vous parce que quoi? J'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. C'était ça mon idéal, mais en fait, je suis là, je me suis écroulée. Ah bah, je suis nulle alors. Ah bah, c'est ma faute, c'est moi qui suis pas à la hauteur. Ah bah, j'y arriverai jamais. Ah bah, voilà. Et après, perte d'énergie. Et donc, et on n'arrive plus à se remettre en route. Il y a comme, et là, en fait, c'est le blocage. Un blocage qui fait que ben, on n'a plus envie de rien et on se sent déçu de soi-même. C'est quoi le problème là? Déjà, un, perfectionnisme, parce que si je me mets la barre trop haut, ça veut dire que j'attends de moi énormément. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas attendre, les attentes sont importantes. Mais quand au départ, on attend sans inscrire ça dans la durée, sans savoir que, et savoir, pas seulement savoir au niveau rationnel, même au niveau émotionnel, comprendre, intégrer que tout prend du temps et qu'il y a des processus à passer et qu'il n'y a aucune étape pour rien et qu'il n'y a aucune étape à brûler, mais au contraire, un échelonnement à faire, un cheminement à faire, et au niveau intellectuel et au niveau émotionnel et au niveau du corps, j'ai envie de dire que petit à petit, on va sentir que notre corps, il s'habitue, on va dire, à faire les efforts, donc il est capable de monter d'étage, on va dire. Un peu comme, je sais pas, en CP, on va pas faire ce qu'on fait au bac. Logique, logique, oui, ça vous semble logique, je pense. Eh bien, en fait, c'est pareil dans tout. C'est pareil exactement dans tout. On ne naît pas mère, on le devient. On ne naît pas femme, on le devient. On ne naît pas, mais tout, en fait, tout. Regardez n'importe quel domaine de votre vie et dites-vous cette phrase. Je ne nais pas, je ne sais pas si je suis architecte, je ne nais pas architecte, je le deviens. Je ne nais pas mère, je le deviens. Je ne nais pas femme, je le deviens. Je ne nais pas ménagère, je le deviens. Je ne nais pas cuisinière, je deviens. Et j'accepte ça. Déjà, ça m'aide à prendre le temps et donc à ne pas ressentir cette perte d'énergie. Là, je vous ai parlé de cet exemple, de cette maman qui disait ça, mais je sais que c'est un processus qui arrive à beaucoup. Et l'idée, c'est quoi? C'est en fait, plus le décalage est grand, encore une fois, entre ce que je m'imagine, mon fantasme inconscient, et la réalité, plus le décalage est grand, plus je souffre. Plus je me dis: «J'y arriverai jamais, ça va être trop dur». Plus comment dire? Je garde mon idéal, mais j'accepte que je vais mettre du temps à y arriver et je me donne ce temps et je me pardonne pour, on va dire, ces mauvaises pensées qui me disent: «Ah, tu es nulle, non, non». Non, d'abord je me pardonne, mais surtout, je ne rentre même pas dans ça. Je suis pas nulle, je sais que ça prend du temps, mais je me félicite pour avoir fait telle ou telle chose. Déjà, je m'encourage moi-même, plus l'énergie va venir au fur et à mesure. C'est pas le gros enthousiasme au départ et hop, la rechute après, et puis après, plus d'énergie pour rien du tout. C'est petit à petit, je suis consciente et je sais, ça prend du temps et il faut faire des efforts. Sauf qu'on est dans une génération où tout va tellement très vite, tellement vite, et on obtient tellement très vite ce que l'on veut, même au niveau, j'ai envie de dire, matériel, qu'on croit que c'est pareil au niveau spirituel et émotionnel. Alors que non, ça ne marche pas comme ça. On a besoin que ça prenne du temps. Et regardez avant à l'époque, avant la technologie. Comment ça se passait quand on voulait manger, tout simplement? On plantait la graine, il fallait des agriculteurs d'abord, bon, il en faut toujours, je pourrais d'accord, évidemment, mais maintenant avec les moyens technologiques et ainsi de suite, on a trouvé le moyen de, comment dire? De planter, enfin ça pousse toujours en longtemps, mais en fait de mieux départager et qu'il ne manque, Baruch Hachem, en tout cas dans les pays développés, rien pour manger. On a des légumes toute l'année de ce qu'on veut. Et à l'époque, c'était pas comme ça. S'il y avait pas de pluie, c'est pour ça qu'il y a tellement de prières sur la pluie. S'il y avait pas de pluie, il y avait pas à manger, c'était la famine. Comme, on voit d'ailleurs dans Miquette, dans la paracha qui vient de passer où on craignait la famine. Mais c'est pas stam une histoire, c'est une réalité. En Afrique, c'est encore comme ça. Enfin, dans certains pays d'Afrique, c'est encore comme ça. Il y a pas la pluie, il y a pas à manger. Pourquoi? Parce qu'une graine, elle avait besoin d'être plantée, enfin elle a toujours besoin en réalité. Sauf que nous, notre réalité a changé, elle a évolué. C'est bon parce que, OK, il y a moins de famine,
Mais nous, ça nous a rentré dans une certaine illusion qu'il n'y a plus besoin tellement de souffrir pour avoir ou il n'y a plus besoin de faire d'efforts pour recevoir. Donc, on plantait la graine, on attendait qu'elle pousse, on attendait les récoltes, on attendait la bonne période pour pouvoir les prendre, enfin, pour pouvoir les récolter. Mais d'abord, on semait, on arrosait, on travaillait nos terres et on attendait. Il y avait ce temps d'attente. Maintenant, si vous observez notre vie, il y a très peu d'attente. Quand on doit attendre le médecin, on rouspète. On n'est pas content. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Ça court, ça court, ça court. On ne veut plus attendre. Maintenant, donc en fait, on ne veut plus attendre. OK, c'est un fait. Mais, et c'est vrai que de toute façon, il n'y a pas le choix. Ça doit aller vite. D'accord. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on développe beaucoup moins de patience, du coup, automatiquement. Donc, du coup, ça génère de la souffrance, puisque s'il n'y a pas de patience, on est frustré beaucoup plus vite et peut-être même beaucoup plus longtemps. Et on est pressé que les choses s'arrangent, pressé que les choses se fassent, pressé, 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 et donc en grande souffrance à chaque fois. L'idée, c'est de savoir que non, ça va mettre du temps, mais c'est normal. C'est ça aussi, rentrer dans l'acceptation et donc quelque part se soigner, en fait. Soigner notre douleur. C'est de se dire: «Ça prend du temps et ça fait partie de la vie et c'est normal et c'est à moi de travailler ma patience. C'est à moi de me remettre en question. C'est pas forcément les autres qui sont en tort». Parce qu'on a ou en tout cas, souvent, on peut se dire: «C'est la faute de un tel, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça aurait pas dû se passer comme ci» et on se refait le film et d'ailleurs, c'est une forme de mécanismes qui nous empêchent d'affronter la réalité, c'est ce qu'on appelle la rationalisation. C'est-à-dire qu'on va tout rationaliser pour tout expliquer, pour comprendre pourquoi ça s'est passé. Bon, maintenant, c'est bien de comprendre, mais des fois, c'est trop pour donner des explications parce que la souffrance est tellement grande de l'attente, ça nous fait tellement souffrir que du coup, on va essayer de donner des explications, et on part après dans des ruminations et ça nous empêche de tout simplement accepter. Bah, il y a de l'attente maintenant, c'est peut-être un moment pour l'instant tant que je suis pas les choses ne se sont pas réalisées, c'est, un vide, mais je dois composer avec ce vide. Exactement comme si on prend l'image de l'agriculture et de la graine qu'on a plantée, à un moment, il ne se passe rien. On plante la graine, on a travaillé dur, on a labouré son champ, on a enlevé les mauvaises herbes, on a fait plein de péoula d'actions pour préparer la terre et planter la graine et puis une fois qu'elle est plantée, rien. Non mais imaginez l'agriculteur quand même, il a vachement de patience. Il plante sa graine, il y a rien qui se passe. Il doit arroser tous les jours, tous les jours, tous les jours, il voit rien arriver. Pas facile quand même. Et ben avant, c'était la réalité. Maintenant, ça ne l'est plus. Mais enfin, ça ne l'est plus. En tout cas, pas pour la nourriture. Mais encore une fois, si l'agriculture, c'est toujours pareil, mais nous, on ne le voit plus. On ne travaille plus nos terres, la plupart d'entre nous, on n'est plus dans ça. Donc on n'a pas conscience de ça. Mais dans tous les autres domaines, en réalité, c'est ça qui se passe. Un enfant, d'abord un enfant, 9 mois, d'accord, avant d'arriver. C'est pas il arrive tout frais, hein, 9 mois, d'accord. Ensuite, il ne devient pas adulte tout de suite. Il va falloir faire les nuits avec lui, il va falloir pas dormir, il va falloir lui apprendre à lire, à parler, à écrire, et nombre de choses encore, et à manger, à marcher, ainsi de suite et on compte pas les milliers de choses qu'on va lui apprendre jusqu'à qu'il devienne un homme ou une femme. Ça va mettre du temps. Mais justement, nous, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de patience pour attendre ces processus qu'ils se fassent et pourtant ils sont là les processus. Oh, les processus n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est nous et notre incapacité à être patient. Et c'est ça aussi le secret pour faire un avec sa réalité finalement, c'est de développer notre capacité d'adaptation. Et c'est vrai qu'on a beaucoup moins, peut-être à notre génération, beaucoup moins d'occasions de développer notre capacité d'adaptation. Avant, on n'avait pas le choix, il fallait s'adapter, il n'y avait pas le choix. Maintenant, on a l'impression qu'il y a toujours le choix. Donc on trouve toujours des astuces pour comme ça, passer entre les mailles du filet, pour, slalomer entre les difficultés. Et ce qui peut nous amener à être dans le déni, dans la fuite. C'est beaucoup plus facile maintenant. On a plus de choix. Et en fait, ben, c'est pas forcément bon. Ça veut dire qu'on a plus, l'occasion finalement de mettre la tête dans le sable. Voilà, tout simplement. De dire: «Non, non, j'ai rien vu, c'est bon, j'ai rien entendu, j'ai rien vu, j'ai» face à nos problèmes, face à nos difficultés. Sauf que les difficultés et les problèmes, même si on met la tête dans le sable, ne vont pas disparaître. Ils ne vont faire que grossir si on met la tête dans le sable. Alors si je vous prends, une métaphore justement, enfin une métaphore qui est un petit peu peut-être réelle, enfin, parce qu'on parle de l'autruche quand on dit, faire l'autruche. Pourquoi on dit ça? Parce que l'autruche, elle met la tête dans le sable, d'accord? Non, c'est une technique de défense ça. Le cerveau ne le fait pas par hasard. Le cerveau, il est programmé pour nous empêcher de souffrir. Il veut pas qu'on souffre, le cerveau. Il est là pour nous protéger, d'accord? Donc
un des moyens de défense, c'est de se mettre la tête dans le sable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire: «Je me lève pas de mon lit, oh non, la journée elle m'a l'air trop compliquée. Non, 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 tu sais quoi? Je tombe malade». Hop, l'inconscient, tac, il fait que, je vais développer, quelque chose, je vais pas être bien, je vais être toute patraque, je vais parce qu'en fait, je n'ai pas envie ou j'ai peur peut-être d'assumer ma réalité, donc je me mets la tête dans le sable. Sauf que, venez, je vous prends une petite métaphore sympathique qui va vous faire sourire, mais qui est en réalité, assez réelle en fait. Heu Imaginez donc l'autruche qui se met la tête dans le sable. Alors qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un prédateur là qui vient la manger, d'accord? Bon, je me suis pas renseignée sur les prédateurs de l'autruche et s'il y en a, mais imaginons qu'elle en ait un et elle met la tête dans le sable, elle dit: «Ah, je veux pas voir, je veux pas voir». Hop, elle met la tête dans le sable. Qu'est-ce qui va se passer? Le prédateur, il va courir forcément et là, elle lève la tête parce qu'elle entend un bruit là vraiment très, très fort, assourdissant. Elle lève la tête et tac, qu'est-ce qui se passe? Le prédateur, il est là et elle, elle est là. Elle a plus moyen de fuir, ça y est, elle va se faire manger. Trop tard. Donc est-ce qu'elle a eu raison de mettre la tête dans le sable? Ah non, parce que si elle avait pas mis la tête dans le sable, peut-être que si elle avait fui, si elle avait utilisé ses vrais mécanismes de défense, on va dire, si elle avait affronté sa réalité, et dans ce cas-là, ça aurait été bon de prendre la fuite ou de se cacher, elle aurait peut-être évité. Et et alors justement, c'est intéressant parce qu'on peut se dire: «Bah, oui, elle aurait pu éviter, comme elle aurait pu ne pas éviter. Elle aurait pu courir, elle se serait fatiguée et en fait, elle se serait faite manger quand même parce qu'elle était pas assez rapide par rapport à son prédateur». C'est vrai, c'est aussi un risque. Donc elle avait une chance sur 2, disons, de s'en sortir. Et elle s'est dit: «Ben, plutôt que courir, en gros, bah, tu sais quoi? Je mets la tête dans le sable, je préfère ne rien voir». Bon, alors plusieurs choses. Déjà, de ne rien voir et de mettre la tête dans le sable, heu, bah, ça va pas effacer les problèmes, encore une fois, ça va les faire grossir. Première chose. Deuxième chose, quand elle va courir et que, si jamais elle se met à non, pardon, si jamais elle s'était mise à courir sans savoir si sa méthode allait fonctionner, si vraiment elle allait avoir la vie sauve ou pas, est-ce que ça va quand même l'aider ou pas? Est-ce que c'est mieux ou pas? Bah, très simplement, au moins si elle court. Même si le résultat est le même, concrètement, elle va se faire manger, disons. Alors vous dites: «Bah, au moins c'est pas fatigué». Non, parce que si elle pouvait avoir des sentiments, imaginons qu'elle ait des sentiments, cette fameuse autruche, si elle court et qu'elle se fait manger, mais qu'elle a couru et qu'elle a au moins tenté de s'en sortir, eh ben, elle mourra avec la fierté de se dire et la dignité de se dire: «Au moins j'aurais tout fait pour m'en sortir et je meurs en héros». D'accord? Tandis que si elle court pas et que le monstre, il est là, enfin le monstre, le prédateur, il est là et il la mange, comment elle va se sentir, vous croyez? Elle va se sentir pas bien. OK, vous allez me dire: «Oui, bon, enfin, après la mort, est-ce qu'on en a à faire de quelque chose de comment elle se sent ou pas?» Bah oui, parce que nous, alors l'autruche, je sais pas, mais nous, en tout cas, on a une vie après la mort, donc oui, ça compte. Oui, ça compte comment on va se sentir après et comment on va arriver, à 120 ans, près d'Hachem. Ça compte comment on va être jugé, donc oui, ça compte. Est-ce que je suis partie en affrontant ma réalité ou est-ce que enfin, je souhaite à personne de partir, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est des questions à se poser pour avancer dans sa vie. Est-ce que je vais partir en affrontant ma réalité ou est-ce que je suis partie juste en me cachant? Ah, dans les 2 cas, je suis partie, mais je suis pas partie de la même façon et je suis pas il y a dans un cas, je suis partie la tête haute et dans l'autre cas, je suis partie la tête baissée. Donc la tête dans le sable pour, en l'occurrence. Donc si je veux être fière de moi jusqu'au bout, en réalité, bah, en fait, le choix est simple. Vaut mieux que je cours ou vaut mieux que j'affronte ou vaut mieux que j'aille regarder mon prédateur. Je lui dis: «Ouais, tu veux te battre? Eh ben, on y va, allons-y». Disons que l'autruche, elle lui dit ça à son prédateur et bah, partira la tête haute. Mais en tout cas, en soi, de mettre la tête dans le sable, c'est jamais une solution. C'est jamais une solution. Parce que si elle voit en tout cas le danger arriver et qu'elle choisit de mettre la tête dans le sable pour se protéger, c'est pas une réelle protection. C'est peut-être se protéger d'une souffrance, mais finalement la souffrance va être, encore plus forte, encore plus lourde, encore plus dangereuse plus tard. Donc elle a rien à gagner à réagir de cette manière et donc nous n'avons rien à gagner à réagir de cette manière. Et toute l'idée, c'est de se dire: je me dois à moi-même, pour personne d'autre, je me dois de l'affronter, ma réalité, parce que c'est de cette manière que je vais grandir en réalité. Même si j'ai aucune idée de comment je vais l'affronter. Parfois, il y a des situations qui nous surprend, qui nous qui nous terrifient aussi, qui nous font extrêmement peur et on se dit: «Mais qu'est-ce que je peux faire là-dedans?» Mais plus je vais reculer et je vais me cacher, je vais me mettre sous la table, moins je vais savoir comment faire. Plus je vais aller au-devant d'elle, plus je vais trouver des solutions. Et en général d'ailleurs, quand on va pour l'affronter, la réalité, au fur et à mesure, on les trouve les solutions ou parfois même c'est des déclics et on voit que finalement, quelque part, bah, c'est là que notre force intérieure se dévoile. C'est là qu'on fait appel à nos ressources. C'est là qu'on se découvre et c'est ça toute l'idée en réalité. On est là pour se découvrir. On a tous un potentiel
mais on ne le connaît pas tant qu'on n'a pas été dans la situation. Donc, si on s'empêche nous-mêmes d'être dans la situation, mais comment on va grandir? Comment on va devenir? Et toute l'idée, justement, c'est ça. C'est de se dire, c'est de partir en fait à la base du principe que je suis là pour grandir, je suis là pour m'épanouir, je suis là pour devenir, et pour m'épanouir, je suis quelque part, je me dois à moi-même de passer par ces processus en fait. Et c'est un peu aussi comme se dire, bah, je suis devant le parcours du combattant, ça m'a l'air extrêmement difficile, mais puisqu'il est là, de toute façon, j'ai pas le choix. Sinon quoi, je vais m'empêcher d'avancer? En quoi, en 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 quoi ça va être passionnant? Ma vie, elle va me sembler terne, morose, ennuyeuse. Est-ce que c'est mieux? Non plus, ça n'est pas mieux. Donc toute l'idée, c'est quoi, en fait, quand on dit faire un avec sa réalité ou être en accord avec sa réalité? C'est assumer sa réalité jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et et le truc, c'est qu'assumer sa réalité, ça suggère forcément de l'assumer vraiment et pas de faire semblant. Et c'est vrai qu'il y a malheureusement, d'accord, pas mal de personnes qui vont se mentir à elles-mêmes. Ça, c'est un gros piège. Se dire: mais moi j'assume ma réalité». Combien j'ai d'hommes en consultation qui disent oui, je dis d'hommes, mais il y a des femmes, mais la plupart, c'est les hommes qui viennent avec leurs femmes genre: «Ah voilà, je suis venue en thérapie, hein. Je l'ai fait, hein. Je suis là, hein». Mais en fait, ils parlent pas, ou ils disent la moitié de ce qu'il faut, ou ils sont dans l'accusation. Est-ce que ça s'appelle vraiment faire une thérapie ça? Non. Ça, c'est pas c'est alors ils ont l'impression de la faire la thérapie par exemple, hein, pour le cas. Ils ont l'impression de ils sont déjà là, donc ils ont déjà tout fait. Non, ça suffit pas de faire acte de présence. Être là, c'est être là dans son intériorité, pas seulement physiquement. On peut avoir donné l'impression à l'autre d'être là et en fait ne pas l'être. Et ça, c'est toute la difficulté aussi de la vie, c'est qu'on peut donner l'illusion. C'est qu'on est aussi comme dans une grande pièce de théâtre et parfois on a l'impression, on se dit: «Ah, il y a papa, il y a maman, il y a les enfants». Ouais, mais si papa et maman font semblant d'être là mais ne sont pas là, s'ils ont juste mis un masque et ils jouent un rôle, bah, les enfants, ils sont pas bien. Et on se dit: «Mais pourquoi ça tourne pas rond? Il y a quelque chose qui» bah oui, parce que le véritable moi du parent, on va dire, n'est pas là. Il est aux abonnés absents. Donc l'enfant le ressent et réclame la présence de son parent réel et donc ça crée forcément des comment on va dire ça? Des conflits, des problèmes, tout simplement. En général, les enfants, eux, ne sont pas dupes. Enfin, en général, les enfants ne sont pas dupes. Quand on dit: «La vérité sort toujours de la bouche des enfants», pourquoi? Parce que les enfants, eux, ils sont là. En général, en tout cas, ils peuvent pas faire semblant, ils ne jouent pas. Donc eux, ils savent repérer quand on est vrai avec eux et quand on l'est pas. Et et malheureusement, trop souvent et encore une fois, je pense que enfin peut-être, c'est ma vision ça et ça n'engage que moi, mais c'est très possible que ce soit aussi à cette génération où les parents font semblant d'être là, mais ne sont pas là, pour X raisons et l'enfant le ressent et il y a un gros mal-être. Il y a un gros malaise qui se crée dans la famille parce que personne n'y trouve son compte. Les enfants sont malheureux, ils ont besoin de leurs parents pour grandir et ils les appellent et les parents, il y a personne au rendez-vous. Mais dans l'apparence, ils sont là. Alors quand je dis dans l'apparence, ils sont là, vous allez me dire: «Ben, je comprends pas, s'ils sont là, ils sont là». Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bah, concrètement, ça veut dire que physiquement, ils sont là. Même peut-être même qu'ils vont travailler, qu'il y a, un toit sur la tête, il y a à manger, il y a les besoins vitaux essentiels. Oui, mais il y a pas alors c'est important évidemment, mais il y a pas l'essentiel pour un enfant et j'ai envie de dire même l'essentiel pour, créer le véritable lien et pour la construction des personnes. Il y a l'apparence, il y a à manger, on a fait notre rôle, c'est super. Oui, non, il s'arrête pas là notre rôle. Parce que notre rôle, en fait, il est aussi et surtout émotionnel. On est là aussi pour donner un guide, on doit être un guide, un mentor pour nos enfants. Bon, je parle des enfants, mais évidemment, ça se traduit aussi dans les relations, amicales, de couple, évidemment. Combien il y a de maris qui enfin, de maris ou de femmes qui mais je parle beaucoup, enfin, l'essentiel de ma clientèle, c'est des femmes et souvent j'entends: «Mon mari, j'ai l'impression, il fait semblant d'être là, mais il est pas là. Il est pas là pour moi, il remplit aucun de mes besoins. Moi, j'essaye de remplir ses besoins, j'essaye d'être là pour lui, j'essaie mais lui, je sais pas où il est, mais il est pas là et pour lui, il est là, du moment qu'il a fait, ce qu'il faut au niveau Parnassa. Si déjà il fait ça, alors on dit: «Ah merci». Et puis, le reste, il y a personne. Il y a personne, abonné absent. Je veux passer une petite soirée avec lui, je veux partager ma journée, je veux il y a pas. Et ça, c'est très frustrant et c'est très déstabilisant parce qu'on a là vraiment l'impression que la personne, elle est là, on la voit,
Et en plus, la personne, elle va nous dire: «Mais je suis là moi, mais de quoi tu me parles? Mais de quoi tu me reproches? Mais tu m'attaques, mais c'est quoi? Mais non, non, je me sens agressée». Et en fait, concrètement, les besoins vitaux, j'ai envie de dire, pas vitaux, physiologiques, les besoins émotionnels ne sont pas du tout satisfaits, même pas le quart. Donc la personne en face, elle est en détresse. La personne, ça peut être la femme, ça peut être les enfants, bon, mari ou femme, hein, d'accord, évidemment. Heu et il y a un malaise, il y a un malaise, il y a un mal-être, il y a une détresse et 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 tous ceux qui sont autour de cette personne qui ne en fait, on est enfin, je vais pas me couper la parole toute seule, je continue cette phrase et je reviens après dessus. Vous connaissez, j'ai peur d'oublier ce que j'allais dire. Hem, le malaise vient du fait que la personne, en gros, fait semblant d'être là, fait semblant d'assumer ses responsabilités, mais ne les assume pas. Donc mais ça se voit pas à l'œil nu. Il faut voir le monde émotionnel, en fait. Et du coup, les personnes autour sont en détresse et elles sont doublement en détresse. Pourquoi? Parce qu'elles souffrent de cette absence émotionnelle, mais elles souffrent aussi parce qu'elles doutent, elles se disent: «C'est peut-être moi le problème. Peut-être qu'en fait, il me donne puisque regarde, il est là». Oui, mais moi je me sens mal, alors comment? C'est moi le problème? C'est moi qui en demande trop? C'est moi qui suis trop exigeante? C'est moi qui en fais pas assez? C'est moi qui suis trop embêtante? C'est moi. Donc on s'accuse, on s'accuse, on s'accuse et comme c'est pas quelque chose de concret, donc on le voit pas et donc on a l'impression que c'est, qu'on se pourvoit et on est toujours dans un doute qui tue. Le doute, c'est terrible. Le doute, on dit ça à Malek. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression de manquer d'air, mais on ne sait plus si c'est à cause de soi-même ou si c'est à cause de l'autre. Alors, attention, dans chaque relation, il y a toujours, une part de responsabilité qui nous appartient. C'est évident, c'est pas la faute, forcément de l'autre si tout va mal ou, c'est que la faute de l'autre. D'accord. Il faut toujours rechercher sa part à soi. Mais il peut y avoir aussi le cas où nous, on voit notre part et on peut avoir à corriger des choses, mais on voit que l'autre n'est pas au rendez-vous alors qu'il dit qu'il y est. Donc c'est encore une fois très, très, très déstabilisant et ça met, ça crée une grande souffrance. Donc déjà le premier point, c'est d'avoir conscience de ça et d'avoir conscience de ses besoins et déjà avec soi, c'est ça notre part de responsabilité. Déjà de savoir qui on est soi et de quoi on a besoin et qu'est-ce qu'on demande à l'autre. Et ensuite l'autre aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent quand les personnes qui n'assument pas complètement, leur rôle et qui n'y arrivent pas, après c'est pas forcément, parce qu'il ne veut pas, c'est pas quelqu'un forcément de foncièrement méchant, c'est parce que la personne elle-même, elle est pas alignée avec elle-même. Elle n'arrive pas à donner ce qu'elle doit donner ou elle n'arrive pas à jouer les rôles, parce qu'on en a tous pas mal de casquettes. La personne n'arrive pas à être en alignement avec elle-même, donc elle forcément, si elle n'est pas là pour elle-même, elle peut pas être là pour l'autre, automatiquement. Donc elle n'arrive pas à être là pour l'autre, elle n'arrive pas à être là pour elle-même, elle est mal avec elle-même et elle entend quoi? Qu'on lui reproche plein de choses. Alors là, il y a conflit parce qu'elle se dit: «Mais moi j'essaye, mais moi je fais, mais moi je lutte et j'y arrive pas. OK, mais moi je fais ce que je peux et moi» et là, l'idée, c'est qu'en fait, tout le monde est mal parce que la personne, disons qu'elle a quand même de la bonne volonté et qu'elle essaye de donner mais qu'elle n'y arrive pas et elle entend des reproches, elle va se recroqueviller sur elle-même en général, elle va se renfermer et elle va se dire: «Bah, de toute façon, moi, tout ce que je fais, c'est pas bien, on me critique sur tout, bon, alors je fais plus rien». Et l'autre qui est dans le reproche, en fait, enfin, parce qu'elle est en détresse, elle le fait pas pour faire du mal, elle le fait parce que vraiment elle en manque. Et c'est ça aussi toute l'idée. Si vous avez l'impression, voilà, je vous le dis déjà à vous là qui m'écoutez, qui faites cet effort de participer à un cours ou quoi, déjà pour que ça vous serve dans l'action, j'ai envie de dire, enfin dans votre réalité. Si ça ce que je dis là, vous avez l'impression que ça vous concerne à vous, posez-vous cette question. Si vous avez l'impression qu'on vous accuse beaucoup ou qu'on vous, comment dire? Qu'on vous reproche des choses. Essayez de prendre le message du reproche sans écouter l'accusation, sans voir l'accusation, sans vous le prendre personnellement, sans vous dire: «Ah, je suis une mauvaise personne, je suis nulle, je» non, 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 on parle pas de ça. Ça, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler de la victimisation et ça n'aide pas à avancer, ça n'aide pas à devenir, ça n'aide pas à grandir. On met ça de côté. On écoute ce que l'on nous dit et c'est là qu'on peut grandir. Ça, c'est une opportunité pour grandir. Quand on écoute bémette, sincèrement et de façon authentique ce que l'autre a à nous dire. Parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment avancer sans l'autre. L'autre, c'est notre miroir. Il va nous dire: «Ah, là, c'est pas bien, tu as fait une erreur». Pas se dire: «Oh!» se focaliser sur: «Oh, tu as fait une erreur. Oh, ça veut dire que je suis nulle». Non, 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 ça veut pas dire que je suis nulle. Au contraire, tu as une opportunité. C'est ça. En entendant ça, je vais réussir à si je le prends bien le message, si j'écoute vraiment ça, je vais me dire: «OK, alors à quel endroit j'ai fait une erreur? Tu peux me dire où je l'ai fait? Ah, je l'ai fait là? OK, d'accord». Par exemple, «Bah non, là, là, tu as fait, une critique à ton enfant, tu aurais dû faire un compliment». OK. Ah bah merci. En fait, c'est un cadeau là qu'on vous fait.
c'est un cadeau parce que ça va vous permettre de corriger votre comportement et d'être plus présente, disons là, pour le cas, donc pour l'exemple que je vous donne, pour votre enfant. C'est un cadeau. Mais si je suis fixée sur le reproche, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en vouloir à l'autre, je vais l'accuser de tous les maux, je vais dire que c'est lui qui est méchant parce qu'il m'a dit un reproche et je ne vais pas évoluer. Par contre, si je m'ouvre à ce qu'on me dit et que je prends ça comme, au contraire, un cadeau qui me donne l'opportunité d'avancer, bah, je vais écouter, je vais me dire: «Ah d'accord, OK, très bien, je vais faire comme ça». Ça, c'est être présent. Ça, c'est assumer sa réalité et c'est pas s'écrouler devant sa réalité. Alors, vous allez me dire: «Bon, là, c'est un petit exemple évidemment», parce qu'il y a comment on va dire ça? Il y a la réalité comme ça en grand avec, les épreuves, les gros trucs et il y a les petites choses du quotidien qui font aussi partie de notre réalité. Mais si déjà dans les petites choses du quotidien, je me ferme et je veux pas entendre, alors a fortiori pour les grandes choses du quoti de la vie qui sont là, je vais pas être ouvert. Je vais pas réussir à avancer de ça, je vais pas réussir à rebondir de ça. Je vais pas réussir à être résilient. La résilience, je vous le redis, je sais que je vous en ai souvent parlé, mais c'est pas grave, la résilience, c'est la capacité à se dépasser, la capacité à, à faire de nos souffrances une force. À ne pas laisser la souffrance nous écraser, mais au contraire, à la prendre comme un levier pour nous faire grandir. Et pour réussir à faire ça, bah, ça commence aussi par ces petites choses-là. Déjà, être à l'écoute de ce que l'on va me dire, sans prendre forcément personnellement tout ce qu'on me dit. C'est-à-dire personnellement, oui, ça s'adresse à moi, mais pas dans le sens: «Oh, la personne elle est méchante», genre pas comment dire? En fait, ne pas se focaliser sur ma petite personne, mais plutôt se focaliser sur le message qu'on essaye de me dire. Et ça, j'y arrive en réalité. On y arrive quand on a quand même une bonne base d'estime de soi. C'est-à-dire, quand on sait qu'on a c'est-à-dire quelqu'un vient nous dire un défaut qu'on a, d'accord? Ou un comportement qui ne va pas ou quelque chose. Si on sait que dans d'autres situations, si on a une belle image de soi dans l'ensemble, c'est-à-dire on se dit, c'est-à-dire disons comment je peux vous enfin, il faut que je vous trouve un exemple plus concret. Disons que je suis, secrétaire de direction et qu'on est très content de moi au travail et qu'en même temps, j'ai des bonnes relations, au travail, d'accord? Et qu'en même temps, je sais que j'ai l'estime des autres. Bon, il y a pas que les autres. Même moi, je sais que j'ai une bonne estime, de moi au travail ou quoi. Quand on va me faire une réflexion à la maison, disons, peut-être que le fait que je sois, heu heu, un bon élément au travail va m'aider à écouter ce qu'on a à me dire sur un autre domaine. Pourquoi? Parce que j'ai une base. J'ai une autre base qui me permet de tenir debout et de ne pas m'écrouler si jamais on me dit quelque chose. Par contre, si on me fait une réflexion, donc je vais être capable d'entendre le message parce que en fait, c'est comme si j'ai un pilier, j'ai où me réfugier. Ça veut dire, je peux me dire: «Oh, je suis pas une très bonne mère, mais en tout cas, je suis une bonne, secrétaire de direction», par exemple. Je suis pas une très bonne mère, mais je suis une très bonne amie. Je suis pas j'ai où aller, en fait, quelque part en moi-même. Mais si je trouve j'ai une piètre opinion de moi sur tout plein de domaines de ma vie, bah, le jour où on va me faire une réflexion, en général, je vais avoir tendance à le prendre vraiment méchamment, à pas entendre le message et à me braquer et à me dire: «De toute façon, je suis nulle partout». Ce qu'on appelle d'ailleurs, soit dit en passant, ça fait partie des distorsions cognitives et qui s'appelle une surgénéralisation. C'est-à-dire qu'on va me dire: «Ah bah là, tu as pas assuré avec ta fille», disons, et ben je vais me dire: «Ah bah de toute façon, j'assure pas aussi au boulot, j'assure pas aussi à la maison, j'assure de toute façon j'ai l'habitude». C'est-à-dire qu'un domaine, un critique sur un domaine, je vais le généraliser sur d'autres domaines. Pas besoin de faire ça. Ça c'est une façon de penser, et ça si vous voulez plus de détails sur cet élément-là, je vous conseille d'aller voir le cours qui s'appelle «Maîtriser les pensées négatives». C'est une façon de penser qui m'induit en erreur et qui m'empêche d'assumer ma réalité, qui m'empêche d'écouter ce qui pourrait m'aider à grandir, qui m'empêche de devenir, en fait. Tout le but d'assumer sa réalité, enfin, tout le processus pour assumer sa réalité, c'est déjà d'être à l'écoute de ce qu'on me dit, d'être à l'écoute de ma réalité, justement. C'est quoi ma réalité? C'est tout ce qu'on me met devant moi, tout ce qu'on me pousse à écouter, tout ce qu'on me pousse à regarder. Quand je dis tout ce qu'on me pousse, comme je vous l'ai dit au tout début du cours, on n'est pas maître de ceux qui nous entourent. Enfin, on peut choisir les gens qui nous entourent, mais on n'est pas maître de ce que les gens vont nous dire, on n'est pas maître des événements qui vont nous arriver, mais on est maître de nos réactions. Pour être maître de nos réactions déjà, il faut savoir être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous et de ce que l'on nous dit, des événements. Tout ça, enfin, fait partie
de ce que je dois vivre. Mais non, comment moi je vais y faire face, ça dépend de moi. Pour pouvoir avoir la réaction adéquate et appropriée, je dois déjà me mettre en mode, je suis prête à affronter, donc je suis prête à écouter et je ne bouge pas mes oreilles, je ne ferme pas les yeux, je ne mets pas la tête dans le sable. Déjà la première étape, parce que si je encore une fois, si je fais l'autruche, encore une fois, bah, donc je vais fermer mes oreilles, je ferme mes yeux, je ferme tous mes sens, je n'entends plus rien, je n'existe plus. C'est comme si je n'existais plus. Donc qu'est-ce qui se passe? Je passe à côté de ma vie. Je m'empêche de grandir et de devenir. Mais c'est un drame en soi. Puisque notre rôle principal, là, en tout cas, pourquoi on est descendu sur terre sinon? Pour il y a un rôle qu'on a à jouer. Même si j'ai pas trouvé ma mission de vie, et ben, le fait d'être présent dans mon présent va m'aider à trouver ma mission de vie. Mais si déjà dans mon présent, je suis absent, bah, forcément ma mission de vie, je vais me dire: «Ah bah, elle me fuit». Mais non, c'est pas la mission de vie qui te fuit, c'est toi-même qui te fuis, en fait. Donc déjà pour commencer, allez, on redescend, on est là, on se focalise sur ce qui se passe ici et maintenant. On se focalise sur le ici et maintenant et on se met pas la barre trop haute, comme je disais tout à l'heure. Je vous ai parlé de cette patiente du jour, enfin du jour, il y en a eu d'autres, mais aujourd'hui, qui m'a inspirée pour le cours. On disait, heu, elle se mettait tellement de la barre haute que dès qu'il y a quelque chose il y a un obstacle qui se mettait devant elle, face à là où elle voulait arriver, elle dit: «Ça y est, je suis plus capable de rien» et perte d'énergie et ça y est, plus d'énergie pour rien. À partir du moment où elle a elle a accepté, en fait. On avait travaillé sur l'acceptation aussi, mais elle a travaillé sur le fait de se dire: «Bah non, j'ai le droit de pas réussir tout de suite et il y a un obstacle et ben, c'est pas grave, je vais c'est pas parce qu'il y a un obstacle que je vais m'empêcher d'y aller» et en fait après, je vais pas oublier mon rêve ou mon idéal, mais c'est un processus, première chose et deuxième chose, je vais faire des petits pas pour arriver au grand pas. C'est les petits pas qui font le grand pas. C'est pas le grand pas d'un coup, c'est un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas qui va me faire arriver à là où je veux arriver et donc je me mets d'abord des petits objectifs, sans me casser ces objectifs. Parce que ça, je connais aussi des gens qui vont me dire: «Ah ouais, non mais ça va, je sais faire, hein, mais c'est pas parce que je fais ça que ça va m'amener là où je veux m'amener». Mais bien sûr que si, mais bien sûr que si, mais il faut démarrer. Si je veux aller, heu, disons à Jérusalem, je suis à Paris, je suis bien obligée d'abord de prendre le billet d'avion, réserver des dates, je suis bien obligée de faire ces pays-là, ces actions-là. Si je les fais pas, je partirai jamais. Si je m'empêche de faire ces actions-là, je ne partirai jamais, on est d'accord? Donc il y a d'abord des petits pas à faire pour y arriver. Ça tombe sous le sens quand je vous le dis comme ça. Mais concrètement dans la vie, observez que très souvent, on va s'empêcher parce que le petit pas nous semble tellement minuscule, qu'on se dit: «Ah non, j'y arriverai jamais, laisse tomber». Eh ben, commence par le petit pas et au fur et à mesure pourquoi le petit pas, il est tellement, primordial en fait et tellement nécessaire à l'agrandissement même de soi et à la au fait d'assumer sa réalité? Parce que c'est quand je fais cette petite action que mon énergie va venir en fonction de l'action. Mais il faut que j'enclenche quelque chose. Si j'enclenche pas, c'est fini, je ne ferai rien. Il y a rien qui va se passer. Si je commence au moins le processus, si j'enclenche déjà le processus et ben, les choses que je leur donne en fait la possibilité de se faire, même si j'ai peur. Et c'est ça le courage finalement, c'est quoi? C'est dépasser sa peur, mais la première peur, c'est je lutte au départ comme ça et après une fois que je suis lancée, je suis lancée. Mais vous le voyez dans des exemples très simples de la vie. Des fois, on n'a pas envie de se mettre à la cuisine. On sait qu'on a un immense Shabbat à préparer et plus on voit qu'il est immense le Shabbat, moins on a envie. Oh là là! Oh non! Surtout quand on est perfectionniste, hein, d'accord? Oh non, il faut que pourquoi? Parce qu'on va s'imaginer 30 000 salades sur la table, le plat, du roi, le et on a tellement peur d'échouer à ce moment-là, que du coup, ça nous paralyse et on n'a plus envie d'essayer. Si par contre, on s'imagine plutôt on s'imagine pas en fait, on se dit carrément non, si, on peut faire une chose, on visualise la table déjà faite, déjà ça va nous donner du sens, très bien, mais on se perd pas dans le rêve pour autant. Parce que vous savez qu'il y a aussi un piège là-dessous. Quand on visualise et qu'on est dans le rêve, notre cerveau, comme il ne fait pas de distinction entre l'imaginaire et le réel, parfois, le fait d'avoir rêvé de quelque chose peut nous donner comme un semblant de satisfaction, même si on l'a pas fait et après on est déjà fatigué. C'est-à-dire on dit: «Ah, on n'a plus l'énergie non plus», donc pas non plus se perdre dans la visualisation, mais aller à l'action. C'est-à-dire se dire: «C'est quoi? Je vais juste couper un oignon». C'est comme si on s'arnaquait soi-même. On arnaquait son cerveau. «Je vais aller juste couper un oignon». Ouais, je sais, en vrai, il y a un énorme couscous à faire, disons, mais je vais juste aller couper un oignon.
Je vais pas faire tout de suite le et en fait, quand je vais faire ce petit pas de couper l'oignon et ben, c'est là que je commence à faire autre ch je coupe un une carotte et je coupe un et à la fin, mon couscous il est fait, je me dis: «Waouh, tout est fait». Je l'ai même pas senti. Pourquoi? Parce que la petite action a apporté son lot d'énergie et ça me fait penser aussi à une chose, par extension, c'est comme quand il y a une épreuve, on sait qu'elle doit arriver. Justement hier, je parlais à une jeune femme qui doit malheureusement divorcer et elle a tout fait pour que son couple marche. Mais vraiment, elle s'est donnée à 300. Et malheureusement, ça a pas marché parce que justement, elle est avec un homme qui malheureusement n'assume pas sa réalité, fait semblant d'être là sans être là, ne va pas au bout des choses, fait semblant, enfin bref. Il y a personne au rendez-vous, elle s'en est aperçue au bout de pas mal d'années. Et elle me disait: «Mais en fait, le truc, c'est que là, je suis paralysée par moments parce que je me vois, je sais qu'il y a un moment où je vais me sentir seule, où je vais avoir, où je vais» en fait, elle voit tous les problèmes arriver quoi, en gros. D'abord, 1, c'est pas sûr qu'ils arrivent comme elle le croit, mais 2, les penses c'est ce qu'on appelle en fait des anticipations anxieuses. C'est-à-dire qu'à l'avance, elle se voit déjà, enfin, c'est comme on voit l'avalanche arriver, d'accord? Alors elle se voit tellement dans l'avalanche qu'elle est pétrifiée. Parce que là, il y a un mécanisme de protection inconscient qui se met en route évidemment, qui nous paralyse pour mieux nous protéger de la souffrance. Mais en fait, ça ne nous aide pas parce que d'abord, bah, ça nous paralyse et c'est pas le moment d'être paralysé, déjà 1 et 2e chose, cette façon d'anticiper, c'est en fait des peurs qui s'expriment, nous oublie quelque part le processus qui se fait réellement. C'est que quand on est dans l'action, au fur et à mesure qu'on y est, bah, on est capable de surmonter parce que l'énergie arrive et on peut le traduire, enfin dans la Torah, c'est dit d'une autre façon, c'est à chaque épreuve, à chaque épreuve qu'on vit, Hachem, il envoie le remède avec. Il envoie la solution. Mais c'est quand l'épreuve arrive. Il va pas l'envoyer forcément à l'avance, la solution. Au moment de l'épreuve, il va nous envoyer comme un lot de force. C'est-à-dire, il y a le lot de difficultés et il y a le lot de force qui arrive avec. Mais nous, à l'avance, on va pas le voir ça, on va pas le sentir. Donc on va anticiper, on va s'angoisser, on va développer de l'anxiété, alors qu'en fait, sur le moment, on va avoir des forces décuplées suite aussi à l'épreuve et ça s'explique même au niveau psychologique. En fait, quand on est par exemple, si allez-nous, vous êtes sous une avalanche, vous allez voir que vous allez développer des mécanismes de survie pour faire face à ce danger-là. Mais avant d'y être dans l'avalanche, vous ne le savez pas. C'est une fois que vous y êtes que ça va se développer. C'est une fois que vous y êtes que vous allez faire face. Donc s'angoisser à l'avance ne sert à rien finalement. C'est dans le feu de l'action que des choses vont se développer en vous, comme un mécanisme de fonctionnement qui est là pour vous protéger et pour vous sauver, donc ça ira. Vous voyez? Enfin ça ira. Évidemment, il n'y a aucune garantie. Mais là encore, de toute façon, vous ferez face. Si vous êtes vraiment en alignement, en adéquation avec vous et dans, j'ai envie de dire, oui, dans la Emouna et dans l'entraînement de la Emouna et dans le enfin, l'entraînement de la Emouna, c'est le même mot, mais dans le développement vraiment et dans la bonne croyance et dans la bonne construction, vous saurez y faire face. Mais de s'angoisser à l'avance ne va pas aider. Au contraire, ça va affaiblir. Donc toute l'idée justement, c'est de le savoir déjà et c'est de se dire et c'est de l'intégrer, se dire: à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, j'ai ça à vivre, je me reste dans ce que j'ai à vivre et je suis présent au moment où ça arrive. Je ne vais pas aller me projeter plus tard, je ne vais pas partir dans l'anticipation anxieuse, ça ne va pas m'aider, ça va m'affaiblir. Je vais plutôt me focaliser sur ce que j'ai à vivre maintenant et en faisant ce que j'ai à vivre maintenant, en me mettant dans l'action vraiment à 100 d'aujourd'hui, des forces vont arriver au fur et à mesure. Elles vont se développer. Mais elles vont pas forcément mais je ne peux pas le savoir à l'avance forcément. C'est un peu exactement comme celui qui est en CP qui s'angoisserait pour son bac. Si tu t'angoisses, laisse-toi le temps. Tu vas faire ton CP, ton CE1, ton CE1 et quand tu seras au bac, bah, tu verras où tu en es. Mais toi, pour l'instant, focalise-toi sur ton instant présent. Apprends à lire ton elle est bête. Concentre-toi sur ce que tu as à faire et fais-le du mieux que tu peux et au fur et à mesure, quand tu arriveras au bac, bah, tu verras que ça va aller. Si tu continues bien à être présent pour ton présent, tu es en train, en fait, de construire ton avenir. Mais fais-le. Et même l'anticipation anxieuse, en réalité, c'est une fuite du présent. En réalité, le présent n'est pas toujours évident à vivre et on a une tendance inconsciente à fuir, à vouloir aller regarder plus loin, plus tard, truc, passé ou alors être dans le passé aussi, être dans les ruminations. Et toute l'idée, c'est de nous ramener au présent. Le présent est un présent, c'est un cadeau.
qui nous est fait pour nous aider à nous réaliser. Donc, je me mets dans mon présent, je me focalise sur lui et je me mets dans l'action. C'est-à-dire, je lutte avec ma matière, d'accord, comme on a dit au début, avec ma matière, mon corps et ce qui m'empêche peut-être, c'est par une lourdeur comme ça qui me dit, et je me dis au contraire, je me mets à chaque fois dans l'action. Au lieu de me dire, de m'écouter trop, de me dire, là, j'ai envie de dormir. Ouais, mais je sais que j'ai ça à faire. Et ben, affronte. Ne t'empêche pas d'affronter en disant que tu es fatigué. Et d'ailleurs, il me vient un autre exemple, peut-être qu'elle est là, elle va me dire je suis là, justement parce que c'est un exemple concret et que c'est du vécu, d'une jeune femme en consultation qui me disait qu'elle s'est retrouvée dans une certaine situation, mais elle était après l'accouchement, elle était épuisée, elle avait des raisons. C'est-à-dire qu'on peut avoir des très, très bonnes raisons de se dire, en fait, on peut se dire, là, je m'en remets à mon mari, ou je m'en remets à ma soeur, mon frère, ma mère, peu importe, parce que là, j'ai vraiment pas la force. Et en fait, donc c'est ce qu'elle avait fait à ce moment-là, pour prendre certaines décisions importantes, elle s'en est remis à des proches. Sauf qu'après, elle n'était pas contente du résultat. Et, et après coup, après, elle a développé des peurs parce qu'elle s'est dit, oh là là, les choses ne se sont pas faites comme il faut. Et si jamais une situation comme ça se représente, c'est-à-dire elle a perdu confiance en elle. Et elle s'est dit, comment je fais si une situation se présente? Et en fait, en analysant les choses pour justement reprendre conscience, souvent, quand il y a des choses qui se sont, entre guillemets, mal passées ou qu'on a mal digérées, c'est bon de prendre des leçons de nos expériences pour savoir où, entre guillemets, ça n'a pas fonctionné, où a été l'erreur, pour pouvoir la corriger dans le futur, enfin ouais, dans le présent, justement. Alors, en revoyant la situation, elle me disait, bah, en fait, à ce moment-là, j'ai pas affronté. J'ai dit à mes proches, je suis fatiguée, prenez les décisions. Mais en fait, en faisant ça, d'abord, ils n'ont pas forcément pris les décisions adéquates parce qu'ils ne savaient pas. Ils ont cru bien faire, mais ce n'était pas une bonne chose. Et en plus, en fait, la situation, elle s'est aggravée. Enfin, elle a été plus compliquée, en gros. Alors que si à ce moment-là, justement, oui, elle est fatiguée, mais elle se dit, bah, c'est ma réalité, ça m'appartient, c'est ma décision, et c'est moi qui vais en subir les conséquences, donc c'est à moi de prendre la décision. Donc, elle se serait levée de sa fatigue, entre guillemets, d'accord. En fait, c'est bon de se dire des fois, j'ai pas le choix. Ça me saoule, j'ai pas envie, mais je vais le faire. Et quand on le fait, bah, en le faisant, finalement, d'abord on grandit, et en plus on se dit, ah waouh, j'ai évité le pire, ou j'ai évité des choses qui auraient pu être vraiment embêtantes. Et on est fier de soi. Et c'est comme ça que l'estime de soi grandit. Et c'est comme ça qu'on devient résilient. Et c'est comme ça qu'on, vraiment, vraiment, qu'on devient. C'est énorme en fait. On ne se rend pas compte qu'en affrontant notre réalité, enfin souvent on ne se rend pas compte qu'en affrontant notre réalité, c'est là qu'on se donne une chance de grandir réellement et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est à ce moment-là qu'on arrête de subir et qu'on devient vraiment acteur. Paradoxalement, en se disant: «J'ai pas le choix, je vais le faire». On dit: «Ouais, j'ai pas le choix», ça ressemble quand même à quelque chose de subi ça. Peut-être au début on a un peu subi, mais quand on est vraiment dans le présent, qu'on dit: «OK, c'est ma réalité, je fais face et je fais front», on ne subit pas, on assume. Il y a pas plus beau que d'assumer. Il y a pas plus beau même pour soi que d'assumer et il y a pas plus grand que quelqu'un qui assume. Vraiment. Mais enfin, j'ai envie de vous dire, il y a pas plus grand dans le sens où c'est ça être un mensch et on se doit toutes d'être des mensch, des leaders, genre des je prends ma vie en main, j'avance, je fais. C'est ça qu'Hachem il attend de nous en réalité. C'est ça le peuple juif. On est le peuple des nations, le peuple élu des nations. Pourquoi? Parce qu'on est un ensemble, on est Méroukaz, on est concentrés, on est un petit peuple, mais à la Ukraine d'ailleurs, mais on se doit d'être fort. Être fort, c'est quoi? C'est pas, monsieur muscle, non. Oh, ça peut être aussi, mais c'est pas ça l'idée. C'est dans l'intériorité être fort. J'ai des choses à affronter, je les affronte. Ça me fait peur? Pas grave, je maîtrise ma peur et j'avance. Je me laisse pas envahir par la peur. La peur, c'est un élément c'est en fait une émotion normalement constructive qui est là pour me protéger, donc je dois l'écouter, mais pas la laisser prendre toute la place et prendre le dessus et avancer. Et au fur et à mesure que j'avance, ma peur, elle redescend. Elle se stagne, elle reprend une place équilibrée. Mais tant que moi, je laisse la peur m'envahir et je me dis: «Ah, je suis pas capable, non, non» et je fais encore une fois, je me mets la tête dans le sable, la tête sous la couette, «Ah, il fait froid dehors, j'ai pas envie de sortir, ah, il pleut, ah, il fait» bah, je me donne pas l'occasion de grandir. Donc toute l'idée, c'est d'abord de savoir que oui, on a le potentiel de grandir et que c'est en nous, mais il faut s'y mettre. Bien, faut se mettre. À nous de prendre la décision, ça nous appartient de ne pas subir, mais d'agir, de redevenir l'acteur de sa vie. C'est dans les mains de chacun d'entre nous et ça commence par être présent dans notre présent. Et plus on pourra le faire,
et mieux on se portera. Et d'ailleurs, alors j'étais au fin du cours, mais je voulais vous parler justement rapidement, j'ai pas du tout parlé de Yosef, par exemple, puisqu'on est en plein dans les parachutes qui parlent de Yosef et c'est passionnant. C'est que lui, justement, c'est une personne résiliente. Et on va finir là-dessus pour justement, Bezrat Hachem, vous inspirer. Parce que la Torah, elle est là pour nous donner des forces et pour qu'on se réfère à elle et pour qu'on puisse grandir grâce à elle aussi. Quand Yosef Hatzadik, il a été vendu par ses frères, il a vécu des choses dures, extrêmement dures. Alors on peut se dire: «Oui, non mais il le méritait, il a provoqué ses frères, il a tout fait pour, entre guillemets, pour qu'ils soient jaloux, enfin c'est un frère arrogant, franchement moi à la place de ses frères, j'aurais fait pareil, il est là, il se montre dans sa belle tenue, dans sa belle tunique, toute neuve, offerte par son père, alors que les autres ils sont en train de tuer». Bon, d'accord, bon, OK, il a, il a fait son lot, on va dire. OK, mais quand même, c'est énorme ce qu'il a vécu. Il a souffert, il s'est fait vendre, il s'est retrouvé en Égypte, dans un pays qu'il ne connaît pas, séparé de son père, lui qui était tellement, chouchouté, enfin, vraiment c'est dur et malgré tout, il a jamais perdu espoir, c'est ce qu'on voit et il a, toujours gardé le sourire et il y a toujours cru et il a toujours affronté sa réalité et il a toujours malgré les épreuves, malgré ce qu'il avait à vivre, il était là. Il était vraiment là et il a assumé jusqu'au bout et finalement, bon, Baruch Hachem, il a pu rebondir. Mais 2 leçons, enfin plusieurs leçons. Première leçon, Yosef, c'était un enfant aimé. C'était le fruit de l'amour, de Rachel et Yaakov. Ils se sont attendus, Rachel et Yaakov, longtemps. Ils s'aimaient profondément et c'était le fruit de l'amour. Donc déjà, c'est vrai, il avait un parce qu'on on explique que la résilience, on observe plutôt que les gens qui sont résilients en général, ils ont un bon quota, on va dire, interne d'amour, d'estime de soi. Ils ont été aimés, en général. Mais attention, ne vous dites pas: «Ah non, moi j'ai pas été aimé donc je suis foutu». Non, non, pas du tout. Je corrige le tir, pas du tout, ça se développe, d'accord? Ça se développe. Mais en tout cas, pour Yosef, le cas est très clair, il a été aimé. Donc il avait une bonne estime de lui-même et ça lui a donné aussi la force de faire face aux difficultés de la vie et il a été élevé aussi bien sûr dans, la Emouna, donc forcément il avait les bons engrais en lui, on va dire, pour le travailler, mais après c'est tout à son honneur d'avoir potentialisé ça, d'avoir exploité ça et de s'en être servi. Parce que même si on a été aimé et même si on a un beau potentiel d'amour en soi, face aux difficultés, parfois on peut se dire: «Oh c'est trop dur, laissez-moi tranquille». Ça n'a pas été son cas et c'est ça l'idée. Même dans la plus grande des noirceurs, quand il était en prison, pour une faute qu'il n'avait même pas commise, parce qu'il a résisté, pour une mitzvah en plus. On pourrait se dire: «Mais attends, mais tu pourrais trouver ça injuste, tu pourrais, dire que ta Emouna elle est ébranlée, tu pourrais te dire que Hachem c'est pas juste ce qu'il te fait». Jamais il s'est dit ça. Il a résisté à Potiphar qui est une femme extrêmement belle. Il se retrouve en prison et il est là, il est souriant et il y croit, ça va aller. Donc ça, c'est fort et à nous de prendre cette leçon et il a assumé dans le sens, il s'est pas, laissé écraser par ça, il s'est pas laissé décourager, il y a cru et ça finalement, apparemment, ça a marché. Deuxième chose, se dire aussi que même si on vit des épreuves et même si tout a l'air noir autour de nous ou en nous ou devant nous ou ainsi de suite, faut se dire et c'est une leçon aussi pour nous là qui vivons la guerre, c'est de se dire: «Bah, finalement, après chaque grande chose qui se passe» non, avant chaque grande chose qui se passe, il y a un moment de chute. Il y a quelque chose de dur qui se passe avant. Avant d'avoir l'État d'Israël, on a vécu la Shoah. Heu, à chaque fois que alors j'ai pas tout en tête, mais essayez de vous d'y réfléchir, pourquoi pas? Et à chaque fois que quelque chose de grand se passe, ou souvent avant que quelque chose de grand se passe, on tombe avant. Avant d'être en terre d'Israël d'ailleurs, on est passé par 40 ans dans le désert. Avant de sortir d'esclavage, on a vécu énormément de difficultés avec Paro. Donc ça fait partie, ça aussi, du process. Il faut savoir, là encore, être patient. Et c'est ça, assumer sa réalité. C'est savoir être patient, savoir attendre, savoir voir à long terme. Ni à Chacham, ni Sherouet Anolad. Ça veut dire que qui c'est qui est intelligent? Qui est sage? Le sage, il sait, voilà exactement, Rachel, avant une naissance, un douloureux accouchement. Exactement, ça me rappelle ce que j'avais dit dans l'autre cours. J'y reviens. Qui est Chacham, donc celui qui est sage, c'est celui qui voit, Sherouet Anolad, c'est-à-dire, il voit ce qui va arriver. Il sait ce qui va arriver. Il faut être patient. Et exactement, il y a des souffrances et oui, il y a une phrase importante que grâce à Rachel, je me rappelle, c'est de vous dire que en fait, grandir, ça fait souffrir.
c'est une réalité. Et nous, on veut, comme je vous ai dit, notre cerveau, il est programmé pour pas souffrir, mais c'est hyper paradoxal parce qu'en réalité, on doit aussi lutter contre soi. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, arnaquer votre propre cerveau. Pourquoi? Parce que oui, souffrir, mais il y a les bonnes souffrances et les mauvaises souffrances. Les bonnes souffrances, c'est celle de l'accouchement. C'est quoi? C'est des souffrances qui font terriblement mal, oui, mais elles donnent la vie. Et il y a les souffrances qui font mal parce que c'est les douleurs de l'agonie. Et nous, ce qu'on doit faire, enfin, ce qu'on doit chercher, c'est les souffrances de la croissance. C'est quoi les souffrances de la croissance? C'est: j'ai quelque chose à faire, je le fais. Alors oui, c'est dur, je dois me retrousser les manches, je dois transpirer, je dois faire pas envie. Mais je sais qu'au bout du compte, il y aura un résultat. Je le fais parce que je sais qu'il y a un fruit au bout. Je plante ma graine, mais je sais qu'à la fin, ça va amener à des récoltes, ça va amener à des fruits, ça va amener à quelque chose. Mais je ne suis pas dans les souffrances de la destruction. Parce que finalement, quand je ne fais rien et que je me mets la tête dans le sable, je souffre aussi. De quoi? De peur. Mais c'est des souffrances qui mènent à rien. C'est des souffrances qui mènent à ma perte. Alors choisissons plutôt les souffrances qui mènent à notre épanouissement, à notre croissance. Et Bezrat Hachem, plus on sera nombreux à le faire, plus on sera nombreux à assumer nos responsabilités, plus Bezrat Hachem, on activera la Géoula et on activera la venue du Mashiach, Bezrat Hachem. Voilà, j'espère que ça vous a apporté. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis encore un peu là. J'espère que vous entendez Déborah. Il y a marqué « Bonsoir, j'entends rien ». Alors, dites-moi. Vous avez des questions? Non? Plus rien? D'accord. Il y a quelqu'un ou je Il y a suis toute quelqu'un seule? ou je suis Dites-moi. toute seule, dites-moi. Oui, je vous entends très bien. Vous nous avez coupé le souffle, c'était très bien. En tout cas, moi, Merci je beaucoup. dire, c'était parfait. Baruch Hashem. Baruch Hashem, que ce soit toujours comme Merci ça. beaucoup. Amen. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, je dois juste vous dire que, aucune question, merci, Anne, c'était super. Ah, Baruch Hashem. Mais dis donc. Oui, oui, voilà, là, on va voir l'enregistrement, Baruch Hashem, et vous me direz pour celles qui ont été au cours du premier cours, parce que là, vous voyez, je ne suis pas capable de faire deux cours les mêmes, mais ça ressemblait peut-être au cours de faire un avec sa réalité, mais ce n'était pas le même. Disons que ça le complète, je pense. Vous avez entendu Baruch Hashem. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, lundi prochain, je ne vais pas pouvoir donner cours parce que mercredi soir, je fais une grande soirée pour femmes à Natania, donc celles qui sont à Natania. Restez connectés, je donnerai l'adresse et tout. Et donc, du coup, ça va faire trop si je donne deux cours dans la même soirée, pas que je refuse ma réalité, ou que, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire aussi une chose. Ça va jamais. Non, je ne vous ai pas dit que plus on refuse notre réalité, plus la réalité devient lourde. Donc, si, en fait, ça voulait dire ça, l'exemple, la métaphore avec l'autruche. Bref, en tout cas, donc, comme mercredi soir, je donne un cours, lundi, je ne vais pas pouvoir, mais Bezrat Hachem, le lundi d'après, je serai là. Donc, voilà, ça sort là pour ce mois-ci, une fois sur deux. Mais Bezrat Hachem, il sera, je pense, filmé, enregistré le cours de mercredi soir. Voilà. Et pour celles qui ne sont pas sur le groupe des mots sur les mots, vous pouvez nous rejoindre avec plaisir. Ou, comme ça, vous êtes au courant, vous avez les cours. Et il y a aussi des réponses aux questions posées en privé concernant l'éducation, le couple ou l'épanouissement personnel. Merci beaucoup. Baruch Hashem. Ça puisse toujours vous apporter Bezrat Hachem. Très différent du cours précédent. Ouais, c'est ce qui me semblait aussi. Ouais, si vous pouvez écrire ce qui se passe pour lundi prochain. Je disais que lundi prochain, je ne vais pas pouvoir donner cours parce que je donne déjà mercredi. Là, ce sera en face en plus, à Natania. Donc, du coup, je ne peux pas me mettre trop de choses vu qu'il y a des concessions ce soir, il faut vous dire. Je ne vous cache rien. Donc, du coup, je ne vais pas donner lundi soir, mais lundi d'après. Voilà, vous allez nous manquer, vous êtes adorables. Mais j'espère que je pourrai le filmer et vous le mettre de toute façon. Comment faire notre cerveau pour détourner ce qui est programmé, comme vous l'avez dit? Alors, on s'arnaque soi-même, c'est-à-dire on détourne le truc en se disant, par exemple, quand on n'a pas envie de faire l'action, je fais juste ça. Genre, on réduit, on relativise, on rend l'action beaucoup plus petite qu'elle n'est en la découpant, en découpant les objectifs. Si vous avez, j'ai pris un exemple très basique, mais qui est quand même très d'actualité et très réel, quand on a un grand Shabbat à faire, ou un Shabbat tout court à faire, on se dit, on ne voit pas le gros truc, genre le Shabbat ou les 3 repas du Shabbat. On se dit, je vais commencer par couper un oignon. Voilà. Et après, petit à petit, les choses se font en fait. Et on découpe. Je commence l'oignon, après je fais les légumes, après voilà. Alors, si je cherche
du travail, mais je pense pas avoir le temps et que ça me stresse, je fais juste ça et ensuite ça. Exactement. Avec plaisir. Vous découpez l'objectif. Bah, chercher du travail, bon, bah, d'abord, je vais me mettre en contact avec avec le travail. Je vais déjà rechercher. J'envoie mon CV. Je découpe, 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 sans voir forcément où je vais y arriver si ça me fait peur, pour éviter. Je m'arnaque, en fait, jusqu'à que j'arrive dans l'action et je me lance. Je me plonge. Voilà. Avec plaisir. Bah, je suis très contente que ça vous ait apporté, Baruch Hashem. Et, et voilà, bah, je vous souhaite une excellente semaine malgré les mauvaises nouvelles. Bezrat Hashem, qu'Hachem nous épargne et qu'on ait une très bonne semaine malgré tout. Et enfin, malgré tout, que nos soldats, nos Chayalim soient protégés, que les otages soient libérés. Amen. Et que tout le peuple d'Israël soit épargné. Amen. Amen, amen. Merci Myriam. Avec plaisir. Au revoir. Merci à vous et merci pour vos encouragements. Moi aussi, ça Au revoir m'apporte. Myriam. Bye. Merci beaucoup. Avec plaisir.